Oui, bonjour à tous, je présente aujourd'hui les low dose contre les high dose plaquettes pixel-coated balloon for femoral mobility lesion. The 2 years results from the COMBAT trial. Ok. L'objectif de cette étude, c'est comparer les impact admiral contre les rangers ballons et pour les lésions femoral mobility. J'ai mis un petit tableau pour comparer les deux ballons avant de commencer. Et en termes de coating, on a deux différentes technologies. En termes de backlit Texec, on a les high dose, c'est une backlit admiral. Les low dose, c'est un ranger. Et pour les ballons DMS, à peu près, c'est la même chose. Et en termes de longueur, on a sur les impact admiral, plus longueur, on a 250. Et sur les guides et les impact admiral, c'est sur les 0,35 et la Ranger, c'est 0,14 ou 0,18. Juste de comparer les deux ballons avant de commencer. Donc, les méthodes de cette étude, c'est une étude prospective, multicentrique, qui est entre 2015 et 2018. Donc, 15 hôpitaux en Allemagne. C'était à peu près 400 patients sur les lésions femoral-mobility symptomatiques. Donc, les suivis, c'était 1 an. On a déjà publié ça. Et ça, c'est les deuxième études qui a suffi de 2 ans. Les suivis, c'était par une échographie avec l'IBS et évaluation clinique aussi. On commence par les caractères des patients. C'est un patient vasculaire normal. Les bleus barres, c'est les stades 3 ou 4. Et ce sont des patients avec des nymphosténoses. Et les choses qui étaient intéressantes sur les caractères des patients, c'est qu'il y a pas mal d'éocclusions. C'était à peu près 40% de patients. Et en termes de traitement médical en Boston, le bleu bar de patients, 93% ils sont sortis sur bioréhabilitation au Boston. Ça, c'est un tableau qui explique tous les études, en fait. 2 bras, 400 patients, 200 chaque bras. Et les stades entre 2 et 4. Et les lésions des longueurs jusqu'à 10 cm, avec 40% de occlusion totale. Donc, on arrive sur les premiers résultats qui montrent à 2 ans un première perméabilité de 2 ballons qui sont similaires. Ça arrive jusqu'à 70% sur les 2 ballons à 2 ans. Sur les deuxièmes résultats, ça montre les safety outcomes qui montre qu'il y a pas de mortalité en 2 ans sur les 2 ballons. Il y avait un seul patient qui était embouté en majeure amputation sur les high dose ballons. En parlant de les troisième résultat, c'était un perméabilité sans besoin d'avoir une deuxième intervention, une deuxième revascularisation à 2 ans. C'était à peu près 85%. Pour les 2 ballons, il n'y a pas de différence entre les 2 ballons. Donc, et après, ils ont mis les 15% qui étaient besoin de revascularisation à 12 ans. Ils ont détaillé les 15%. Ici, pourquoi ils ont besoin, c'est quoi les diamètres de lésions qu'ils ont besoin de réintervention à 2 ans. Les choses qui étaient intéressantes aussi, ils ont fait une chirurgie ouverte pour 2 patients seuls. Et le part de patients, ils ont fait un stenting à 60% et à peu près 50% de un nouveau angioplastie avec un ballonnette. Comme terme de discussion, on arrive à avoir un bon résultat de les 2 ballons similaires à peu près à 75% de perméabilité primaire à 2 ans, avec un taux faible de réintervention à 2 ans, à peu près à 13 ou 15%. On voit bien une amélioration fonctionnelle et hémodynamique sur les stades de Rutherford. Les baselines, c'était à peu près comme ça. Les deux barres, c'était 3 à 4. Stade 3 à 4. À 2 ans, on a un bon résultat sur les 2 groupes et un résultat qui est à peu près similaire. Donc, il n'y a pas de différence entre eux. En conclusion, on va voir s'il y a une bonne stratégie, très bonne stratégie des ballons actifs à 2 ans avec un perméabilité primaire qui est très bien malgré les complications de lésion et les complications des patients.
Merci. Ok. Et là, tu as les chiffres de mortalité à 2 ans, 1 an? Ouais, c'était le safety outcome. Donc, c'est ça. Donc, Alors, related death, c'était 0. donc ça, c'est à 2 ans. Donc, on a 3% et 1%. On a une tendance, on a un peu plus de mortalité. Enfin, c'est pas du tout significatif. Ouais, mais c'est pas relié avec les ballons ou les choses. D'accord. C'est une autre cause. Pas beaucoup de décès, parce que c'est très faible en fait. Hein. 1,3%. Et un taux très faible aussi d'amputation. En seule patient. Et la dernière ligne, c'est celle que je voulais dire, on revient un petit peu en arrière, c'est clinical coherence. Non, c'est là. Voilà. D'accord, ah oui, c'est ça. Donc ça, c'est savoir si le taux de réintervention varie en fonction des gens qui ont eu un stent ou pas. Et on voit que c'est tendance quand même d'avoir un peu plus de réintervention chez les gens qui ont un balloon stenting. Mais bon, c'est pas significatif. Non, je vais pas avec eux. D'ailleurs, il y a eu que 30% de STNT dans Dans la cohorte initiale. cohorte initiale. C'est 27 quelque chose, le bailout stenting, qui est de 27 Au tout début. là. Ouais, c'était 27 comme ça. C'est pas beaucoup pour. Non. Alors, ça dépend en fait. Sur les premières études randomisées, Impact, etc., enfin toutes, on est autour de 5% de balloon stenting. Mais c'est des lésions qui font 6-7 cm de normal. Là, c'est plus. Et on a 13 cm, c'est la moyenne, 12 Ouais, cm. ouais, tout à fait. Et on voit que le taux de balloon stenting augmente, plus les lésions augmentent. Et sur des lésions très longues qui sont à 20 cm de moyenne, on est à 30-40% de balloon stenting. Donc c'est assez logique ça finalement. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que c'est logique d'avoir 40% de balloon stenting lorsque tu fais du ballon actif pour en mettre un stent actif? Les courbes sont impressionnantes là, quand même, hein, les deux courbes là. Elles sont vraiment similaires. Donc ça, c'est une étude qui vise à répondre à la polémique de Katsanos. En fait, dans son étude, il avait trouvé également une relation de avec la dose. Plus il y avait de Excel, plus il y avait d'entalité. Et donc là, on voit que sur les doses différentes sur les ballons actifs, il ne peut pas y avoir en tout cas d'effets différents ni de mentalité différente. C'est lequel celui qui a la plus haute concentration de Excel, le ballon, en général? Pas dans l'étude, là, mais c'est le passage. Oui, mais dans tous les ballons. Ouais. Parce que quel est est-ce qu'on dit high dose, low dose, et finalement, est-ce qu'on n'a pas les rangs de l'ensemble des ballons? Est-ce que c'est finalement un vrai low dose, ou est-ce que c'est parmi les du marché? Enfin, c'est les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes, ça. Ouais. Dans la partie basse, on trouve le Lutonix aussi. Ouais. Et en milieu, tu as Stellarix à peu près le gamme. D'accord. Le luminant qu'on a utilisé, je sais pas, je pense qu'il est à 3 luminants. Donc 3,5, c'est vrai plus dosé, Il faut savoir que les doses de paclitaxel sur par exemple les pactes, c'est 20 fois plus important, il y a 20 fois plus de paclitaxel. Si tu prends un stent de 6,40 et un ballon de 6,40, il y a 20 fois plus de paclitaxel dans un ballon actif que dans un stent actif. Un rapport de 1 à 1. Et pourquoi? Parce qu'il diffuse plus rapidement? Je pense que les stratégies ne sont pas les mêmes, puisque dans le stent, tu as un polymère qui contrôle la drogue et l'organise la drogue. Tu n'as pas besoin d'avoir des caisses. Alors que dans le ballon actif, en fait, l'idée du ballon actif, en fait, c'est d'avoir c'est une forme granulaire, en fait, c'est des granules de paclitaxel qui sont, lors de l'inflation, impactés dans la paroi. Et ces granules, en fait, c'est comme les granules à résorption lente qui vont libérer progressivement la drogue. Oui, donc initialement, la dose délivrée est plus. Ouais. Initiale, mais elle n'est pas forcément diffusée tout de suite. Non, il n'y a pas de diffusée complètement. Donc, il y a un coating du ballon. Le coating du ballon, il est là pour faciliter à la fois la rétention de la drogue sur le ballon quand tu navigues, et à la fois le passage de la drogue du ballon vers la paroi. Une fois que la drogue est dans la paroi pour le ballon actif,
c'est des granulés en fait qui vont se résorber et libérer la drogue aussi. C'est deux stratégies très différentes entre le ballon actif et le stent actif. Et pour info, les stents des cardiologues, c'est C'est sur les muscles, mais c'est quel ou les oreilles, c'est quel dosage c'est bon. écoute, le dosage est le même que les stents actifs. Ouais, mais ça peut pas la même chose. Alors, attention, pour le sirop, je ne sais pas. Pour les stents paclitaxel utilisés en coronaire, parce que ça a déjà été utilisé en coronaire, c'est le même dosage et le même polymère que le sirop. Mais pour le sirop, je ne sais pas du tout. Puis après, c'est pas le même type de drogue que le sirop. C'est pour le sirop. J'ai travaillé un peu sur le styrolimus, c'est assez rigolo. Quand je faisais ça, je faisais des cultures cellulaires, et donc, les cultures, je ne sais pas si vous regardez ça, c'est des cellules musculaires lisses, donc ils leur donnent du sang de fétal pour les faire proliférer. Lorsqu'elles atteignent, lorsqu'elles sont concluantes, elles arrêtent de progresser. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on leur donnait du styrolimus. Et les cellules arrêtaient de proliférer. Donc les cellules étaient dans la boîte, mais elles étaient complètement stoppées. Et au bout de 10 jours, on retirait les sirolimus et on leur redonnait à nouveau du sérum de l'opotafénène. Et elles continuer à progresser. Alors que tu leur donnes du paclitaxel, boum, les îles vont progresser comme si tu étais déjà. Donc, le sirolimus, et ce qui fait dire aussi à certains, c'est que en coronaire, en fait, on utilise des stents extensivement. Et on fait un traumatisme à la montée et après, c'est terminé. En périphérique, avec les stents au méthanol, en fait, en mettant un stent au méthanol, on crée une agression chronique. Ouais, c'est-à-dire que le stent va pousser, en fait, du fait de sa propriété auto-extensive, va pousser sur la paroi. Donc, ce qui fait dire à certains que l'association sirolimus-méthanol n'est pas adaptée, parce que quand il n'y a plus de drogue, en fait, le stent, lui, continue à agresser l'artère, en fait, de ce contexte extensif. Et c'est pour ça que la combinaison méthanol PSL, méthanol sirolimus ne marcherait pas, alors que la combinaison permétastent, plus sirolimus marche. C'est vraiment cette hypothèse pour expliquer notamment l'échec des premières équipes qui ont été faites avec le sirolimus tous les ans. Alors là, il y a une tendance quand même assez significative. On est à combien de 2 ans? On a 2 ans, on est sur quel des bons chiffres, hein. Pas de réintervention, non. Ouais. Presque 85% des 85%. Ouais. Ça, c'est les 15% qui sont pris. Et l'intervention, c'est les bypass dans 1 ou 2%. Enfin, c'est comme ça. Ok. Des questions? Il y a peut-être une ligne qui est intéressante, c'est le Tosaka. Tosaka, en fait, c'est la classification des rosténoses. Et on voit un truc, si c'est important. Il y a 43% quand même de réintervention, c'est ça, sur les Tosaka 3. Donc, Tosaka 1, c'est les sténoses les rosténoses de moins de 5 cm. Tosaka 2, c'est des thromboses de moins de 5 cm. Et Tosaka 3, c'est les thromboses longues, en fait, les rosténoses des thromboses longues. C'est pas encore terrible. Et c'est là qu'aurait une place des dispositifs d'athérectomie ou de début clinique. C'est le suivant. C'est pas terrible, là. On ne sait pas initialement s'ils ont utilisé des Veloctine sur toute la cohorte. Parce que là, c'est que sur ceux qui ont été intervenus. Ouais. On ne sait pas sur la cohorte. Enfin, Ils n'ont pas inclus dans la réintervention. Ouais, ce serait la réponse. Les autres, non, ils ont pas dit. Oui. Je m'en peux connaître. Ok. D'autres remarques, questions? Bon, merci, Miguel.